Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président français Emmanuel Macron a entamé sa première tournée en Afrique centrale ce lundi 25 juillet. Première étape, le Cameroun sur invitation de son homologue, le président Paul Biya. L'objectif affiché était de relancer les relations politiques et économiques entre les deux pays en perte de vitesse. En République démocratique du Congo, les manifestations contre la MONUSCO ont fait une dizaine de morts ce mardi à Goma, dans la province du Nord Kivu, parmi lesquels 3 agents de la mission de paix de l'ONU qui a procédé à l'évacuation de ces agents de ces différentes bases dans les zones de Mabanga Sud et Katindo. Les détails dans la suite de cette édition. Et puis vers la construction de systèmes de stockage et d'infrastructures routières en Guinée-Bissau, de quoi redynamiser les secteurs de l'agriculture et les services qui dominent le produit intérieur brut bissau-guinéen. Le président français Emmanuel Macron a entamé lundi 25 juillet sa première visite officielle en Afrique centrale avec un voyage au Cameroun sur invitation de son homologue, le président Paul Biya. Visite qui s'est achevée ce mercredi 27 juillet. Une visite de relance des relations économiques et diplomatiques entre les deux pays après quelques crispations. Les discussions entre les deux dirigeants ont notamment porté sur de nouveaux partenariats agricoles pour combattre la crise alimentaire, la lutte contre le terrorisme, mais aussi sur la gouvernance et l'état de droit. Écoutons à ce propos les deux chefs d'État. Les entretiens que nous venons d'avoir nous ont confortés l'un et l'autre dans notre détermination à œuvrer sans relâche au fonctionnement de cette relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Je tiens à partager avec vous les sentiments de satisfaction que j'ai exprimés au président Emmanuel Macron pour le soutien multiforme que nous apporte la France, tant au plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qu'au plan économique et financier. Ça n'est pas un hasard, en effet, si j'ai choisi de venir dans votre pays pour la première étape de cette petite tournée africaine, la première depuis ma réélection. D'abord, du fait de la profondeur de la relation franco-camerounaise et du caractère exceptionnel de l'amitié entre nos deux pays. Ensuite, parce que le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Nous en avons longuement parlé. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents, sont une fierté pour le pays et je pense que le rôle de la France est d'aider au maximum justement à leur donner une place et leur permettre de réussir. Cette relation forte et ancienne qui unit le Cameroun et la France se traduit par une coopération exceptionnelle. C'était la deuxième étape de sa tournée africaine. Après l'Égypte, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en visite au Congo-Brazzaville ces 24 et 25 juillet. Le chef de la diplomatie russe s'est notamment entretenu avec le président congolais Denis Sassou Nguesso, entretien lors duquel les questions liées à la crise alimentaire causée par le conflit russo-ukrainien ainsi que les différentes pistes de solutions pour atténuer la vulnérabilité des pays africains à cette crise ont été évoqués. Résumé de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Sergueï Lavrov a exprimé son mécontentement face aux commentaires et déclarations faites par les hommes politiques européens dans le but de satisfaire leurs intérêts. Devant le président de la République du Congo dans la ville d'Oyo ce lundi 25 juillet 2022, le chef de la diplomatie russe a dénoncé ce qu'il qualifie de dictature américaine.
Ce monde quasiment libre dans lequel la Pologne voudrait entraîner l'Ukraine, c'est le monde que je ne considère pas libre parce que les États européens sont déjà soumis à la dictature américaine. En fait, nos amis occidentaux ont beaucoup l'expérience de présenter les faits d'une manière dénaturée et dont je ne suis pas surpris du tout. Quant à l'épisode d'au-deçà que vous évoquez, il n'y a pas de disposition dans l'accord signé le 22 juillet 2022 en Turquie qui nous interdit de procéder à une opération spéciale militaire et détruire l'infrastructure militaire de l'ennemi. En effet, les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine, ont signé un accord inédit avec la Turquie sur le transport sécurisé des céréales ukrainiennes et d'autres denrées alimentaires par la mer Noire le 22 juillet 2022 à Istanbul. Face à la crise des céréales dont le continent africain est l'une des victimes, la diplomatie congolaise continue à prôner la voie du dialogue dans le règlement du conflit russo-ukrainien. Nous avons le bonheur d'accueillir Sergei Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles. Notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. La République du Congo n'a jamais exprimé sa position entre la Russie et l'Ukraine depuis le début du conflit armé entre les deux pays. Notons que le pays s'était abstenu, comme 34 autres États, lors du vote à l'ONU d'une résolution condamnant l'agression russe. Également dans l'actualité, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, demande pardon à la famille du feu président Thomas Sankara. Dans un message lu par Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement burkinabé, ce mardi 26 juillet, l'ancien président a dit assumer et déplorer du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus durant ces 27 années au pouvoir. Blaise Compaoré, 71 ans, avait pris le pouvoir en 1987 à la faveur d'un coup de force qui avait coûté la vie à son prédécesseur Thomas Sankara, dont il était un des proches amis avant qu'il ne soit tué. En avril dernier, à l'issue d'un procès de 6 mois, le tribunal militaire de Ouagadougou l'avait condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de la figure panafricaine. 3 membres de la MONUSCO et au moins 12 manifestants ont été tués ce mardi 26 juillet dans la région du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Drame intervenu au 2e jour de manifestation contre la mission de paix des Nations Unies, accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. À Goma, la capitale provinciale, les incidents ont fait 5 morts parmi les manifestants. Les bureaux et entrepôts de la mission de paix de l'ONU ont été pillés et incendiés par les populations. Le point sur la situation avec Nathalie Mo. Jour 2 des manifestations contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, à Goma, ce 26 juillet 2022. Les bureaux et les entrepôts de la mission de paix onusienne ont été pillés et incendiés par les populations qui dénoncent son inefficacité à restaurer la paix à l'est de la RDC. Les manifestants ont érigé des barrières de pierre sur les principales artères de Goma, paralysant les activités dans la ville. La MONUSCO a évacué ses agents de ces différentes bases situées dans les quartiers de Mabanga Sud et Katindo. Dans la matinée, la situation était revenue plus ou moins calme, mais autour de 10 heures, la foule s'est amassée encore de plus. Dommage que à l'intérieur, pour se protéger, la MONUSCO aussi, comme hier, aujourd'hui aussi, ils ont commencé à faire des tirs de sommation et nous avons déploré le cas de blessures, aussi des pertes de vie humaines. Tout a commencé par une marche silencieuse contre la MONUSCO à laquelle prenaient part une centaine de résidences de Goma le 25 juillet 2022. Depuis, la tension s'est amplifiée dans la capitale provinciale du Nord Kivu où la police, elle-même accusée de prendre part au pillage, a été déployée pour rétablir l'ordre public. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a annoncé des poursuites et des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces actes. La MONUSCO était venue chez nous sur l'invitation de notre gouvernement. S'il y a un avis contraire
vis-à-vis de l'appréciation de la MONUSCO, je crois que notre gouvernement va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Mais aller faire des actes de vandalisme, de blessures ou de pertes en vies humaines, nous ne gagnons pas à cela. L'exécutif congolais a fermement condamné le 25 juillet les actes de vandalisme visant les installations et le personnel de la MONUSCO présentes dans le pays depuis 22 ans. Ces violences interviennent alors que le processus de retrait progressif de la MONUSCO est en cours dans le pays. En Guinée-Bissau, les autorités entendent créer des systèmes de stockage et des infrastructures routières en faveur de l'agro-business. Objectif, augmenter la transformation et surtout la consommation locale des produits made in Guinée-Bissau. Joël Ballot. L'agriculture et les services dominent le produit intérieur brut bissau-guinéen, tandis que le secteur manufacturier et les activités de construction demeurent embryonnaires. Fort de ce constat, le ministre bissau-guinéen de l'Agriculture, Sandi Fati, grâce à divers partenariats dans la sous-région, entend diversifier les cultures, mettre en place un système de mécanisation agricole, augmenter la consommation et la transformation locale, créer des systèmes de stockage, construire des infrastructures routières. Si on peut échanger nos produits pas loin de Bissau, au lieu de les exporter à d'autres continents, pourquoi pas entre nous-mêmes? Et ça exige par exemple l'infrastructuration du continent. Par exemple, Bissau et Sénégal, que ça peut être mené à Dakar, Dakar à Abidjan et d'autres pays. En procédant à la transformation locale, le gouvernement insiste sur la valorisation du Made in Guinée-Bissau à travers l'agrobusiness. Aussi, la noix de cajou qui génère 95% des exportations pourra être plus consommée sur le terroir, permettant de limiter les dépenses concernant les importations de produits alimentaires et manufacturés, ainsi que pour les services de transport. Des fois, on fait la production, mais on n'a pas à marcher. On est en train de chercher que les bateaux viennent et les amènent à l'autre endroit. Au lieu que à Côte d'Ivoire, peut-être, ils ont déjà une usine qui peut fabriquer des maniocs, ou bien la farine de manioc, ou bien du maïs, pourquoi pas exporter là-bas. À titre de rappel, avec la visite officielle du président français Emmanuel Macron le 27 juillet 2022, le gouvernement bissau-guinéen fera un point sur la sécurité alimentaire, remise en question par la forte hausse des prix des denrées alimentaires. Ce sera aussi l'occasion de revoir l'accès aux services financiers qui demeure un obstacle majeur à la sécurité alimentaire en Guinée-Bissau. Direction le Rwanda à présent. Ces dernières années, le pays des 1000 collines est devenu un leader en termes de prévention écologique. La capitale Kigali a récemment accueilli le premier congrès africain sur les aires protégées qui s'est tenu du 18 au 23 juillet. En plus de l'augmentation du financement destiné à la protection de l'environnement, les autorités rwandaises misent également sur l'implication des jeunes, des femmes et des peuples indigènes dans l'action climatique. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant fraterne Dakia Isenga. Paul Kaluki est un jeune Kenyan défenseur de l'environnement qui se bat pour promouvoir un engagement significatif des jeunes en faveur de l'action climatique. On le voit ici à Kigali, au Rwanda, parler de la contribution des jeunes et des communautés indigènes dans la protection de l'environnement. C'était lors du congrès africain sur les aires protégées qui s'est tenu au Rwanda du 18 au 23 juillet 2022. Franchement, je trouve que les communautés se battent comme elles peuvent pour l'action climatique, mais je crains que ça ne soit pas suffisant. Il faut s'assurer que les gouvernements puissent suivre et que la société civile s'active et rapidement qu'on puisse tous travailler avec les communautés qui ont longtemps fait ce boulot seuls, afin de protéger et accroître non pas notre ambition, mais nos ambitions pour la conservation de la nature. Les gens doivent savoir que la nature est un être vivant comme nous et nous lui devons donc la dignité et la protection pour la postérité. Pour Kaluki et plusieurs experts, il n'y a pas de solution pour eux sans eux. Il s'agit ici des jeunes, des femmes et des communautés indigènes. Et ce fut en tout cas le point fort de ce dernier congrès en Afrique, la participation de plusieurs représentants de ces groupes privilégiés pour l'action climatique.
Je trouve que c'est exceptionnel et je pense que dans plusieurs pays africains, les femmes n'ont pas toujours forcément de voix par rapport aux hommes, bien qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Je vis dans un pays qui est la 4e plus grande île du monde et la première plus grande dans l'océan Indien. Et c'est un pays qui est reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle, donc c'est tout à fait normal de travailler pour ça. Et après, mon pays fait face à diverses pressions en termes d'environnement. On perd nos forêts et pour moi, c'est un peu le combat, c'est de contribuer à sauver un peu notre environnement. En réponse à la double crise du changement climatique, de la perte de biodiversité, les gouvernements et les défenseurs de l'environnement ont pour objectif de placer 30% ou plus de la surface terrestre de la planète sous conservation officielle d'ici 2030. Pour y parvenir, plusieurs mesures doivent être garanties, comme un financement accru directement destiné aux peuples autochtones et aux communautés locales, notamment en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.